Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 17 novembre 2023. On commence directement le show avec Damage Control qui font leur entrée. Elles arrivent dans le ring. On aura Bayley qui va prendre la parole. Elle va comme d'habitude faire ses 2-3 petites blagues habituelles, mais on va voir que dans tous les segments avec Damage Control, dans tout ce qui se passe avec Damage Control, on ressent vraiment que Bayley est à l'écart vraiment de toutes les autres catcheuses du groupe, puisqu'elles ont tous un truc en commun et Bayley pas vraiment. Donc c'est intéressant et on va voir comment ça va se passer par la suite. En tout cas, on a Bayley qui va accueillir Asuka en tant que nouvelle membre de Damage Control et elles vont tout simplement challenger la team de Bianca Belair, Charlotte Flair, etc. pour un War Games match. Évidemment, ça c'était prévu, on le savait tous que ça allait partir sur ça. Le problème, c'est qu'elles sont que 3. Donc il faut qu'elles trouvent une dernière membre. Donc là, à ce moment-là, on a Shotzi qui va débarquer, ça va partir en bagarre. On aura Charlotte Flair aussi et Bianca Belair qui vont débarquer. Et tout au long de la soirée, on aura plein de segments backstage où on aura Bianca Belair, Charlotte Flair, etc. qui vont se questionner par rapport à leur nouvelle participante, enfin leur nouvelle membre. Donc elles vont aller voir plein de monde, elles vont avoir Mia Yim à un moment donné, elles vont voir Zelina Vega. Mais à chaque fois qu'elles vont aller voir quelqu'un, ils vont se faire attaquer par Damage Control. Donc Bianca Belair, elle a une idée, elle demande à Charlotte Flair si elle peut pas passer un petit coup de téléphone pour demander à quelqu'un de les rejoindre, c'est la dernière solution. Par contre, il y a bien un truc qui m'énerve par rapport à tout ça, c'est que pour l'instant, Damage Control, on dirait que c'est le groupe le plus populaire, on va dire, à la WWE actuellement. Tout le monde les aime, mais à chaque fois qu'elles font leur entrée, la WWE rajoute un bruit de fans pas contents, un bruit de fans qui les apprécient pas, alors que c'est tout le contraire. Je sais que pour le bien de temps en temps du catch, il faut que les heels soient détestés, les faces soient adorés pour que ça fonctionne et pour que ce soit pas incohérent. Mais moi, je préfère qu'on laisse le public s'exprimer et toujours rajouter des trucs en post-prod et faire des trucs comme ça. Je trouve que c'est nul et ça gâche un petit peu la magie du catch qui est vraiment le public. Si pendant des années on a eu du mal avec le Covid à la WWE parce qu'il n'y avait pas de public, il n'y avait personne qui s'exprimait, là je vois pas pourquoi on rajoute des petits effets spéciaux pour que le public soit pas réel que dans la vraie vie, tout simplement. Parce que même si par exemple Dominic Mysterio est hué vraiment dans la vraie vie et les fans l'affirment qu'il est vraiment bien hué lors des shows, il y a vraiment la WWE qui rajoute un effet spécial en plus pour que ce soit encore plus extrapolé. Enfin bref, c'est pas un truc que j'aime bien du tout. Ça fait partie des trucs que la WWE continue de faire et que je trouve personnellement nul et je pense que tous les fans trouvent ça nul, hein. De toute façon, c'est juste de la logique. Je préfère entendre le vrai public que entendre un faux public. Je pense que tout le monde pense pareil. Mais la WWE continue de le faire et malheureusement on peut rien y faire. Même si de temps en temps on a l'impression qu'ils laissent un petit peu ça de côté, mais c'est toujours trop ressenti je trouve et c'est un petit peu chiant. Ensuite on a eu un triple threat match par équipe pour déterminer qui affrontera du coup le Judgment Day la semaine prochaine je crois à SmackDown. On a les Street Profits qui vont affronter Pretty Deadly et qui vont affronter aussi les Brawling Brutes. C'était un match assez sympa, 10 minutes de match, c'était vraiment bien. Il y a eu plusieurs choses intéressantes, enfin deux gros trucs intéressants, en particulier pendant ce match-là. Déjà, premièrement, la victoire des Street Profits qui du coup affronteront Judgment Day la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ce sera à SmackDown, mais je sais pas si c'est la semaine prochaine ou ce sera après, après sur Raw Series. Je pense que ce sera la semaine prochaine, puisqu'on sait que la WWE ils aiment bien mettre des matchs de championnat juste avant les pay-per-view quand ils n'ont pas l'occasion de remplir trop les cartes. Encore un truc qui me déplaît un petit peu, le fait de forcer les championnats juste pour pas avoir tout dans la même carte. Autant ne pas mettre de championnat, hein, c'est juste pour trouver un truc à la va-vite pour le show d'avant. Je trouve ça pas incroyable, mais en tout cas intéressant de voir ce match-là, heel contre heel. Je trouve que c'est plutôt bien, j'aime bien en vrai, je trouve que c'est intriguant en vrai, la construction de ce match-là. Judgment Day, un groupe qui est assez protégé, et Street Profits qui est protégé aussi également, puisque c'est une toute nouvelle, c'est un tout nouveau groupe avec Bobby Lashley, et c'est intéressant de voir s'ils vont perdre directement rapidement, ou s'ils vont vraiment avoir l'opportunité d'aller chercher les titres par équipe, parce que c'est probable aussi, hein, on va pas se mentir. Mais ça va être intéressant à voir en tout cas, hâte de voir le déroulé de ce match-là en espérant qu'il n'y ait pas trop d'intervention ou genre de truc qui va gâcher le résultat du match parce que ça c'est le genre de truc qui m'énerve personnellement. Et deuxième truc que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce match-là, c'est les petites tensions qui commencent au sein de Brawling Brutes. Pour l'instant, Sheamus est toujours pas là, je crois qu'il est blessé et est en train de se remettre de sa blessure. Mais on a des petites tensions entre Ridge Holland et Pete Dunne, pas réellement des tensions, mais on sent que peut-être on pourrait se diriger vers la fin des Brawling Brutes. Ce qui est intéressant parce que ce qui veut dire qui dit fin des Brawling Brutes, ça veut dire retour de Pete Dunne en solo. Et ça va être juste incroyable s'il fait son retour en solo. C'est un catcheur excellent. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir donner en tant que catcheur solo face à un public comme celui de SmackDown. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Et je pense qu'il aura vraiment sa place pour l'instant dans la mid-card en espérant le voir gravir les échelons par la suite parce qu'il le mérite en tout cas.
En parlant de midcard, juste après, on a eu un match de Dragon Lee. On a vu un petit clip plus tôt dans la soirée où on a Nick Aldis, le général manager, qui parle à Dragon Lee et qui donne un match à Dragon Lee face à une superstar de NXT, Axiom, anciennement A-Kid, pour ceux qui le connaissent. C'était un match juste excellent. J'ai adoré ce match-là. J'étais très content quand j'ai appris que ce match allait avoir lieu. On a eu plus ou moins 10 minutes de match là aussi. Donc vraiment, ils ont laissé le temps à Dragon Lee et Axiom. Parce qu'il paraît, il y a eu des bonnes réactions en backstage par rapport à ce match-là. Je vous conseille d'aller voir ce match-là parce que vraiment il était juste excellent. Dragon Lee il a toujours fait du bon taf depuis ces dernières semaines dans le main roster. Axiom qui c'est la première fois qu'il cache devant un public comme celui de SmackDown qui a bien su délivrer lui aussi. Je sais pas s'il fera officiellement partie du roster de SmackDown. En tout cas, si c'est le cas, c'est mérité pour lui parce qu'il le mérite amplement. Et je crois que c'est un des premiers catcheurs espagnols qui arrive à aller aussi loin à la WWE. C'est juste génial pour lui. J'aime beaucoup son personnage. Au début, j'étais pas très fan parce que je me disais c'est vraiment le changer pour le changer. Et Kid, c'est un super bon catcheur et j'ai pu personnellement le suivre bien avant qu'il rejoignait NXT UK, NXT, etc. Et je trouve que ça le changeait trop de le transformer en Axiom. Je trouvais que le personnage était un peu décalé, un peu pas intéressant, mais vraiment plus les semaines passent, plus les années sont passées, je trouve qu'il y a vraiment un super bon travail derrière ce personnage de Axiom. Personnage un petit peu anonyme parce que, enfin, je sais plus c'était trop quoi la raison. En tout cas, on a eu un petit clip juste avant le match qui expliquait pourquoi Axiom était anonyme et il n'était plus réellement A-Kid, même s'ils n'ont jamais justifié que c'était vraiment A-Kid avant, j'imagine. En tout cas, voilà. Vous savez que j'ai pas vraiment suivi le NXT de ces dernières années, hein. Moi, je suivais vraiment NXT Black and Gold et j'ai pas pu suivre grandement, on va dire, le développement de Axiom à NXT. En tout cas, pour l'instant, je découvre un petit peu ce personnage-là. Le personnage, parce que j'ai vu plein de matchs de lui lors des pay-per-view NXT et c'était juste excellent. Et là, ça m'a juste fait plaisir de le voir dans un match face à Dragon Lee en espérant que ça va pas s'arrêter pour eux par la suite. Et encore une fois, je vous l'ai dit, la mid-card de SmackDown pour l'instant elle est juste excellente. Cedric Alexander, Dragon Lee, Grayson Waller, Axiom qui vient se rajouter à tout ça, peut-être Pete Dunne par la suite. Franchement, si c'est ça la future mid-card de la WWE, je prends amplement parce que pour l'instant c'est juste génial et il n'y a rien à redire. En tout cas, voilà, victoire de Dragon Lee qui remporte le match avec son Destino comme d'habitude. D'ailleurs, ils ont changé le nom du Destino évidemment. Je crois que ça s'appelle Opération Dragon ou je sais plus un truc dans le genre. Mais en tout cas, encore une belle victoire pour Dragon Lee qui continue d'enchaîner les victoires et j'ai hâte de voir encore une fois son année 2024 parce que je pense qu'elle va être excellente. On reste du côté du Mexique puisqu'on aura Santos Escobar qui va faire son entrée. Ça me fait plaisir de retrouver son ancien film song La Legado del Fantasma. Il fait son entrée après son heel turn de la semaine dernière et il va nous claquer une promo juste excellente. Franchement, je trouve que Santos Escobar, son travail en tant que heel, c'est juste incroyable. Bien mieux que lui en tant que face, même si ça fonctionnait déjà très bien. Mais là, en tant que heel, tu ressens vraiment la méchanceté dans son visage. Il a tout pour fonctionner en tant que heel. En plus, il est très très bon au micro. Il a pas du tout du mal avec l'anglais. Contrairement à d'autres catcheurs mexicains qui sont passés par le WWE comme Andrade, qui est juste un catcheur excellent, un de mes catcheurs préférés. Malheureusement, l'anglais, c'était pas trop ça pour lui. Mais là, Santos Escobar, vraiment au micro, il se débrouille comme il faut. Il a fait une promo excellente. Au début, je me demandais vers où ça partait, mais il est parti vraiment où il fallait partir. Il va nous parler de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il nous parle du fameux truc qui dit qu'il faut jamais rencontrer ses héros et que lui il a rencontré Rey Mysterio qui était son héros à l'époque et que lui il était inspiré par Rey Mysterio. Tout ce qu'il voulait, et il s'adresse aux enfants autour du ring, tout ce qu'il voulait c'est que les enfants le voyaient lui comme lui il voyait Rey Mysterio quand il était petit. Malheureusement c'est pas trop ce qui s'est passé, mais il va juste dire que Rey Mysterio il a tout gâché, il a ramené Carlito alors que c'était une famille et qu'ils avaient créé le WO, ils avaient créé un truc, mais lui il a préféré ramener des membres, il a préféré s'épauler avec Carlito plutôt que de rester avec lui. Il a vraiment ressenti ça comme une trahison de la part de Rey Mysterio, c'est pas réellement le cas, mais du point de vue de Santos Escobar, personnellement je peux comprendre en vrai qu'il a ressenti ça comme ça, un petit peu de jalousie. Bon, ça reste un heel, donc c'est pas forcément très très justifié. Il va même dire que tout ce que Dominic Mysterio a pu dire depuis le début, c'était la vérité. Il aurait dû l'écouter puisque Dominic Mysterio avait tout simplement raison. Et il va même lâcher une grosse phrase choc qui va vraiment faire parler sur Internet où il va dire que Rey Mysterio, qui s'est fait opérer, c'était un semaine du genou puisqu'il a eu des problèmes au genou, il espère que son genou va s'infecter et qu'il va devoir se faire amputer. C'est vraiment une grosse promo de heal et ce que j'ai vraiment bien aimé dans cette promo de Santos Escobar, c'est que au début tu le vois, il parle calmement, mais dès qu'il commence à parler de Carlito, il enlève sa veste, il commence à s'énerver, tu vois qu'il y a son visage qui se ferme. À la fin, on aura Zelina Vega qui va débarquer, puisque Zelina Vega et le reste de LBVO, sans Rey Mysterio évidemment, et Carlito qui n'était pas présent, ils regardaient, ils regardaient la promo de Santos Escobar en backstage. Donc Zelina Vega elle va débarquer, acting sur 10 encore une fois pour Zelina Vega, puisque elle fait que pleurer depuis qu'il se passe des trucs avec LBVO. Elle arrive dans le ring,
Ils s'échangent deux trois mots, mais à un moment donné, elle va mettre une giga claque à Santos Escobar. Elle va quitter le ring. À ce moment-là, on aura El Budo qui vont débarquer, donc Joaquin Wilde et Cruz El Toro. D'ailleurs, Cruz El Toro qui va se faire appeler Raúl Mendoza par Santos Escobar. Comme s'il voulait montrer aux fans que c'était vrai ce qui se passait. Il aurait pu l'appeler Cruz El Toro, à moins qu'il ait oublié. Mais je pense vraiment que c'était voulu le fait qu'il a appelé Raúl et pas Cruz El Toro. Enfin bref, on a Santos Escobar qui va s'énerver contre les anciens membres de Legado del Fantasma en disant que ah ça y est, maintenant vous vous occupez de Zelina Vega, vous restez plus près de moi. Là ils arrivent dans le ring, ils vont essayer de s'expliquer, sauf que Santos Escobar il veut rien entendre. Il a compris que c'était des traîtres aussi, donc il va demander en s'énervant mais très fortement à Cruz El Toro et Joaquin Wilde de partir du ring. À ce moment-là, ils vont partir, sauf que Santos Escobar va les attaquer par derrière. Et là, tu vois vraiment le visage énervé de Santos Escobar quand il les attaque. Jusqu'au moment où on a Carlito qui débarque pour venir sauver, on va dire, Joaquin Wilde et Cruz El Toro. À ce moment-là, on aura Santos Escobar qui va partir. Et on aura un match qui sera officialisé pour Survivor Series. Santos Escobar contre Carlito. Ça me fait juste plaisir d'avoir ce match-là. Je suis super content qu'on ait un match 1 contre 1 entre Carlito et Santos Escobar pour un gros pay-per-view comme Survivor Series. Ils le méritent les deux, que ce soit Carlito qui a plus de pay-per-view à la WWE depuis longtemps et qui n'a jamais eu vraiment énormément de matchs en pay-per-view, du moins en 1 contre 1, on n'a jamais eu beaucoup, je crois qu'on en a eu 4-5 maximum, et Santos Escobar qui mérite amplement, vu son travail, d'avoir un match comme ça de cette ampleur en pay-per-view et dans un si gros pay-per-view comme Survivor Series. En tout cas, vraiment hâte de voir ce match-là et je pense que ça peut être un très très bon match et une bonne manière de peut-être ouvrir le show si ce match-là est en opener ou quoi que ce soit. Ensuite, on a eu Grayson Waller qui a affronté Cameron Grimes, encore une fois, un super bon match, un bon team match. Ça fait plaisir de voir des catcheurs comme Cameron Grimes dans le main roster. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, je crois. Je crois que ça fait 2-3 semaines qu'on l'a pas vu. En tout cas, il a été présent. Victoire de Grayson Waller, le match n'était pas très très long, 2042. Ça m'a énervé parce qu'aussi une théorie en ringside, il disait que n'importe quoi dans le micro, c'était chiant. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir Cameron Grimes. Victoire de Grayson Waller, évidemment. Après, ça me dérange pas, les deux catcheurs, je les aime tout autant. Je crois que j'ai même une petite préférence pour Grayson Waller. Hâte de voir d'ailleurs qu'est-ce qu'il fera du côté de Elimination Chamber dans son pays en Australie. Je pense que ça peut être sympa. Ensuite, on a Sosikoa qui va faire son retour, comme ils aiment bien le dire, alors qu'il a été absent qu'une seule semaine. Je trouve ça ridicule de dire que c'est un retour alors que c'est Sosikoa, quoi. C'est pas Roman Reigns qui fait son retour et que tout le monde attend ça. Là, c'est vraiment Sosikoa et tout le monde s'en fout complètement. Donc, ils arrivent avec Paul Heyman et Jimmy Uso dans le ring. On aura Paul Heyman qui va reconnaître le fait que Sosikoa il a battu John Cena, etc. Enfin bref, ils vont parler de ce match-là que j'ai vraiment pas du tout aimé personnellement. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous personnellement, mais moi c'était vraiment pas un match que j'ai apprécié. On aura LA Knight qui va débarquer, pareil, lui aussi va répéter la même chose que depuis ces 2 dernières semaines en disant qu'il va pas s'arrêter là avec la Bloodline. Il en a pas fini, il va faire tout pour détruire la Bloodline, alors que tu vois très bien que la Bloodline elle marche sur un pied. Enfin bref, je comprends pas vraiment qu'est-ce qu'il veut LA Knight. Il sait très bien que Roman Reigns il est pas là chaque semaine et il continue d'être dans cette histoire-là. Bon, c'est la kayfabe évidemment, mais je trouve ça pas très très cohérent en tout cas et ça m'intrigue pas du tout parce que c'est aussi quoi contre LA Knight. On a eu ça plein de fois et pareil Jimmy Uso contre LA Knight, on a eu ça plein de fois. D'ailleurs là, on aura encore une fois un match Jimmy Uso contre LA Knight. Victoire de LA Knight, match pas incroyable encore une fois. De toute façon, c'est LA Knight dans le ring, on peut pas s'attendre non plus à des trucs grandioses. Et pourtant j'aime beaucoup ce catcher, mais on va pas se mentir que dans le ring c'est vraiment pas splendide. Et je vais pas regarder SmackDown juste pour voir LA Knight catcher personnellement. En tout cas voilà, après le match on a Sosikoa qui débarque, il arrive pour aider Jimmy, ils vont attaquer LA Knight jusqu'au moment où on a Cody Rhodes qui va faire son entrée, il va faire dégager un petit peu tout le monde. Je me plains souvent de la draft qui est pas assez respectée, mais là ça me dérange pas parce que c'était justifié. Plutôt dans la soirée, au moment où on a Bianca Belair et Charlotte Flair qui parlent et on a Nick Aldis qui viennent leur parler, il va rentrer dans sa loge ou je sais pas où, et là on va voir Cody Rhodes qui en font. On sait que Cody Rhodes et Nick Aldis, ils ont un lien privilégié si on peut dire ça comme ça, puisqu'ils sont déjà affrontés par le passé, ils se connaissent très très bien. Donc peut-être que Cody Rhodes il était venu voir Nick Aldis en lui disant qu'il avait quelque chose à faire ou je sais pas, il lui a donné un pass pour débarquer ou quoi que ce soit. En tout cas, ça m'a pas vraiment dérangé. En plus après le match, enfin après l'intervention de Cody Rhodes, on a encore un segment backstage où Cody Rhodes il va voir Nick Aldis, enfin Nick Aldis il va plutôt voir Cody Rhodes et Nick Aldis qui dit à Cody Rhodes ok c'est très bien t'as fait ça mais maintenant il faut que tu y ailles. Il lui donne pas d'amende comme il l'a fait à Jimmy Uso ou Jey Uso, peu importe. Mais en tout cas la draft reste respectée, heureusement d'ailleurs. Mais il y a peut-être un truc qui se cache derrière tout ça. Peut-être qu'il cherche un nouveau membre
pour Wargames. Peut-être qu'il y aura un échange qui sera fait par la suite. Ça parle beaucoup de Randy Orton, comme quoi il enverrait Randy Orton du côté de SmackDown une fois que, enfin, du côté de Raw pour pas que Adam Pearce soit déçu que Cody Rhodes aille être du côté de SmackDown, parce que faut pas oublier non plus que Cody Rhodes, d'ici la route vers WrestleMania, il va devoir se rediriger vers Roman Reigns et la Bloodline du côté de SmackDown. Donc, pour moi, c'est quelque chose de plutôt logique et ça me dérange pas du tout. Et enfin, pour terminer le show, on a ouvert le show avec Damage Control, etc. Et là, on va terminer le show avec Damage Control aussi. On aura la team de Bianca Belair qui vont faire leur entrée. D'ailleurs, je comprends toujours pas qu'est-ce qu'elle fout là-dedans. Elles arrivent dans le ring, elles du coup acceptent le challenge des Damage Control qui vont débarquer, elles vont se mettre sur le tablier du ring. Sauf que la team de Charlotte, Shotzi et Bianca n'ont pas d'autres partenaires. Jusqu'au moment où on a Becky Lynch qui débarque, ça faisait partie des rumeurs ces dernières semaines. Là par contre, il y a pas mal de choses qui me dérangent. Ça me dérange pas le fait d'avoir Becky Lynch dans le match, ça rajoute du star power, etc. Ça me dérange pas du tout et je trouve que Becky Lynch elle mérite d'être dans ce match-là. Par contre, les choses qui me dérangent, premièrement, c'est que pour l'instant, c'est pas justifié du tout. Il n'y a rien qui justifie le fait que Becky Lynch arrive du côté de SmackDown. Deuxièmement, on fait comme si Charlotte Flair et Becky Lynch c'était des grandes amies depuis toujours, alors qu'on sait très bien que dans la kayfabe et dans la vraie vie, elles s'aiment plus du tout, elles peuvent pas se regarder. Donc ça, elles oublient quelque chose par rapport à ça et j'espère que ce sera justifié la semaine prochaine, puisqu'il reste une semaine pour construire ça. J'espère en tout cas. Troisième chose, Becky Lynch est en rivalité avec Xia Li et pour l'instant, c'est un petit peu oublié puisqu'elle est dans le Wargames match et ça fait aucun sens le fait qu'elle vienne les aider pour et mettre sa rivalité avec Xia Li de côté. Ça fait comme si Xia Li elle servait à rien dans tout ça. Donc ça c'est un petit peu dérangeant. Et le truc qui me dérange le plus dans tout ça, c'est que la WWE, ils ont décidé de vendre le Wargame match comme un match sponsorisé par des paquets de chips. Et ça c'est vraiment très dérangeant. J'aime pas du tout ce genre de truc, que la WWE me mette des sponsors autour du ring pour se faire plus d'argent tout simplement. C'est le business, c'est comme ça, je le comprends très bien. Mais faut que la WWE comprenne que quand on regarde un match, on n'a pas envie de voir des chips tourner autour du ring, alors que nous on veut juste voir du catch. Ça rend un truc ridicule en plus. C'est un Wargames match, tu nous mets des chips dans tout ça. C'est juste chiant. C'est comme s'ils prenaient la division féminine et toute cette rivalité qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant en disant bon, vous méritez que des chips, on vous met dans le Wargames match, mais t'inquiète pas, t'auras des chips autour du ring, ça va bien nous faire de l'argent et on s'en fout un petit peu de votre match. Moi personnellement, si c'est un petit peu comme d'habitude avec les pubs qui tournent autour du ring, autour des barricades, etc. pendant tout le long du Wargames match et que toutes les 5 minutes on a Michael Cole qui nous rappelle que le match est sponsorisé par une marque de chips, bah ça va me sortir complètement du match et je vais rien retenir du tout de ce qui se passe dans le ring et c'est un petit peu décevant. Je vais laisser le bénéfice du doute à la WWE en regardant ce match-là et en constatant qu'est-ce qu'ils font par rapport à tout ça, en espérant que ce soit pas si hardcore qu'à chaque fois qu'ils nous sortent un match sponsorisé, parce que ça me sort tout le temps du match personnellement, que ce soit à WrestleMania avec Rey Mysterio, à SummerSlam avec les canettes ou récemment les Pizza Hut à Fastlane, ça me sortait tout le temps du match et en général c'était pas un bon match, le match sponsorisé. Bon, la seule exception, c'était le match de Gunther à WrestleMania, qui n'était pas tant sponsorisé que ça restait dans le thème de WrestleMania, la couleur jaune, la canette de citron, je sais plus qu'est-ce que c'était. Et c'était un très très bon match, mais ça m'a quand même énervé cette pub pour une canette pendant un match de catch. Je trouve ça ridicule. Et autre chose aussi avec Becky Lynch, c'est que c'est plutôt la même construction que que l'année dernière avec le Wargames match féminin. On avait la team de Damage Control contre la team de Bianca Belair et on a Becky Lynch qui est arrivée en tant que participante surprise pour la team de Bianca Belair. Là c'est un petit peu pareil cette année, donc c'est peut-être un peu dérangeant pour beaucoup de fans. Moi ça me dérange pas tant que ça, l'histoire est un peu différente, mais ça reste quand même même construction que l'année dernière et ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est comme ça que termine l'épisode de SmackDown. À part tout ça, à part tout ce qui m'a déplu, je trouve que l'épisode était vraiment très très solide. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes comme Axiom débarquer du côté de SmackDown. J'espère qu'on en aura plus par la suite, mais pour l'instant c'est vraiment très réussi de la part de la WWE. Il faut vraiment que ça continue comme ça parce que ça rend vraiment le show meilleur et ça démarque un petit peu le show des autres shows de WWE qui sont tout aussi bien. Mais moi de voir du catch comme ça dans des weekly, je trouve que ça rajoute vraiment un truc et c'est vraiment très très bien. Ça me rappelle un petit peu le NXT de l'époque ou ça me rappelle peut-être aussi 205 Live. Mais du coup voilà, donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de semaine dans les commentaires. On se retrouve du coup dans la semaine pour ma review de Raw, pour les pronostics aussi de Survivor Series parce que c'est déjà la semaine prochaine. Et d'ici là je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que catch les sports. Bisous bisous.